Alors, si le bon génie m'accordait un souhait pour transformer le monde du travail, qu'est-ce que je pourrais choisir? Eh bien, je pense que je choisirais que toute personne soit dotée d'une capacité d'empathie et de respect importante. Parce que en fait, ces 2 caractéristiques permettraient un travail collaboratif et puis également une capacité d'être vraiment dans une approche inclusive qui consiste à prendre en compte la singularité de chacun. Être empathique, ça permet de comprendre la situation de l'autre. Et si tout le monde était empathique, le manager comprendrait la situation de la personne celle du manager, et finalement on trouverait un équilibre entre les deux. Et si on était respectueux, ben, on serait en capacité du coup de s'interroger systématiquement sur la place de l'autre et sur lui donner la place qu'il fallait. Est-ce qu'on va y arriver? Donc l'emploi des personnes handicapées est souvent perçu comme comme une contrainte, davantage que comme une opportunité. Alors pourquoi en fait on a cette perception? Eh bien premièrement déjà parce que le handicap est souvent confronté à ce qu'on retrouve d'ailleurs dans toute forme de diversité ou de singularité, c'est-à-dire le phénomène de stéréotypes, préjugés et biais décisionnels. Autrement dit, le handicap, quand on va le dire à quelqu'un spontanément, il va avoir une image qui va se former dans son esprit, qui peut être une image réductrice, ce qu'on appellera un stéréotype, qui va être une image plutôt négative du type le handicap, ça va être très compliqué, la personne va être moins productive, plus souvent malade, plus absente, ou alors il va falloir vraiment faire de gros efforts d'intégration, etc. Et donc, comme ça, spontanément, évidemment, si jamais cette perception est répandue dans l'entreprise, eh bien, il va y avoir des freins qui vont se générer, et donc ça va peut-être amener à la fois l'entreprise elle-même, mais aussi l'ensemble des collaborateurs, les managers, etc., à être, entre guillemets, frileux ou être un petit peu en retrait par rapport à l'intégration en se disant ça va être trop compliqué. Donc, bien sûr, la première chose à faire, c'est de prendre en compte que on est dans le registre du stéréotype, autrement dit, que toute personne handicapée, pour toute personne handicapée, ça ne va pas nécessairement être très compliqué, très difficile en intégration, ou la personne n'est pas forcément plus malade que la moyenne. Donc, il va falloir travailler sur l'esprit, sur la représentation que les gens peuvent avoir du handicap pour limiter ces freins qui sont liés à des biais. Deuxième problématique qui se pose, et là elle peut être réelle, c'est-à-dire que la personne, en effet, du fait de son handicap et des conséquences de celui-ci, peut avoir besoin qu'on aménage son environnement. Et donc cette partie d'aménagement, ce qu'on appellera la compensation des conséquences du handicap, va demander à l'entreprise d'adapter finalement le travail, l'environnement, à la personne, alors que, assez spontanément, l'entreprise a plutôt tendance à penser que c'est la personne qui doit s'adapter à l'environnement. Or, le Code du travail le dit, c'est le travail qui doit s'adapter à l'homme et non l'inverse, mais dans des environnements très normatifs, très structurés, et dans une société qui est construite autour de 3 valeurs principales que sont la liberté, l'égalité et la fraternité, l'égalité a vite tendance à se transformer en égalitarisme, c'est-à-dire en disant à la personne, vous avez le droit d'être différent pourvu que vous soyez pareil, autrement dit, pourvu que votre handicap ne génère pas de besoin. Donc on va chercher par exemple des personnes handicapées dont le handicap est compatible avec le poste indépendamment de ses compétences. Donc le changement de regard qu'il doit y avoir par rapport à ça, c'est de dire il va falloir pouvoir adapter le travail à la personne et non pas uniquement la personne qui s'adapte au travail. Ces deux aspects sont les contraintes, sont les éléments complexes qui peuvent générer finalement des freins à l'ouverture au sujet du handicap. Mais ça peut aussi être une grosse opportunité, une forte opportunité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Einstein qui disait « aucun problème ne sera résolu par le système de pensée qu'il a initié ». Et donc, le progrès, l'innovation, la découverte de nouvelles pratiques ou de nouvelles technologies, c'est souvent le fait des déviants. À titre d'exemple, si on prend le téléphone portable avec le SMS, eh bien, le SMS a été inventé pour les personnes sourdes au départ. Qui aujourd'hui n'utilise pas le SMS? Personne. Alors ça, on parle que de notions techniques, mais il y a aussi tout ce qui est organisation du travail. Avant le Covid, par exemple, tout le monde pensait que le télétravail, c'était quelque chose qui était compliqué, difficile, voire impossible. Et parfois, les personnes handicapées avaient besoin d'être en télétravail et on leur disait « oui, mais ça va être trop compliqué chez nous, on n'y arrivera pas ». Et puis le Covid est arrivé et aujourd'hui, le télétravail, c'est devenu complètement naturel. Et on voit que finalement, les entreprises qui avaient déjà franchi le pas, par exemple pour des gens qui avaient des besoins spécifiques, eh ben, elles étaient bien mieux préparées que d'autres. Quand on pousse un peu le raisonnement, on s'aperçoit que, moi j'ai souvent entendu ça dire, manager une personne handicapée, c'est manager une personne différente, ça devrait juste être un pléonasme en fait. Et finalement, prendre en compte les singularités, les spécificités des conséquences du handicap, ça va permettre à l'organisation
de pouvoir finalement transposer ces évolutions, ces enrichissements à l'ensemble des collaborateurs. Et donc c'est une vraie possibilité d'innovation, de créativité qui va enrichir l'entreprise. Dernier point peut-être qu'on peut évoquer, puisque le contexte est tout à fait à même de le justifier aujourd'hui, beaucoup d'entreprises commencent à avoir des difficultés à recruter. Eh bien, en s'intéressant à des populations atypiques, des populations hors normes, là on parle du handicap, mais on peut élargir ça à d'autres catégories de personnes un peu défavorisées ou un peu exclues, eh bien on va ouvrir le champ des candidats possibles et être en plus très attractif, puisqu'il y a un certain nombre de personnes, aujourd'hui des gens qui rentrent dans l'emploi ou qui changent d'emploi, qui demandent à l'entreprise quelles sont ses valeurs. Donc en fait, en matière d'image, de marque employeur, mais aussi d'attractivité de collaborateurs et de rétention de collaborateurs, le fait de s'intéresser à la thématique du handicap va être un levier. Et donc, bien sûr qu'on ne peut pas nier que la complexité du handicap peut parfois générer des difficultés. En revanche, la contrepartie en termes d'innovation, en termes d'enjeux, en termes d'attractivité, en termes de marque employeur, ça va aussi être une grosse plus-value pour l'entreprise. Donc il ne faut pas toujours réfléchir en termes de contraintes, mais aussi s'intéresser aux opportunités que cela peut apporter. Alors, pour ce qui est du recrutement, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que statistiquement, les personnes handicapées sont moins diplômées que l'ensemble de la population. Alors, c'est pas parce qu'il y a une fatalité autour de ça et que les personnes handicapées seraient moins capables de suivre des études, c'est d'abord et avant tout parce que l'une des causes importantes de survenance du handicap, ce sont les accidents du travail et les maladies professionnelles qui surviennent majoritairement sur les métiers à faible qualification. La deuxième raison, c'est aussi que le handicap de naissance induit des difficultés à suivre des études classiques et donc peuvent aussi être des sources d'exclusion ou de limitation de l'accès aux études supérieures. Donc là, bien sûr que ça n'est pas l'entreprise qui peut travailler sur l'accès à la formation initiale, mais par contre, l'entreprise, elle peut aussi réfléchir à ses pratiques de recrutement en se disant que beaucoup d'entre elles, aujourd'hui, travaillent sur des approches de recrutement de moutons à 5 pattes, on va dire. Et donc, la question, c'est, on veut en fait quelqu'un qui va être directement opérationnel demain. Et donc, la question de l'aménagement, de la compensation, finalement, y compris lié au parcours professionnel de la personne, parce qu'évidemment, quelqu'un qui devient inapte à son poste de travail à 50 ans, supposons, et qui se fait une reconversion professionnelle sur un nouveau métier, eh bien, il va être débutant dans un nouveau métier à 50 ans, ce qui est très atypique par rapport aux pratiques de recrutement de l'entreprise, qui va plutôt avoir tendance à chercher des débutants sur des gens qui vont avoir moins de 25 ans. Donc, la question de fond, ça va être de dire à l'entreprise, est-ce que vous pouvez re-questionner vos pratiques de recrutement? Et c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui, encore une fois, étant donné qu'il y a une tension sur le marché du travail et une difficulté à recruter, eh bien, si on veut s'ouvrir davantage et arriver à recruter plus et finalement à compenser les difficultés qu'on peut avoir dans du recrutement, eh bien, l'ouverture et la réflexion sur de nouvelles pratiques va être très utile. Le deuxième point concernant l'ouverture, finalement, aux gens qui sont déjà en poste. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est que la notion de la norme revient aussi en boomerang dans l'esprit des personnes handicapées elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles-mêmes se disent « mais moi, je veux être considérée comme tout le monde ». Et donc, le fait qu'elles puissent exprimer leurs besoins spécifiques, leur singularité, c'est pas tout à fait naturel dans l'entreprise. D'ailleurs, on dit souvent aux personnes handicapées, en fait, vous devez être comme les autres. C'est-à-dire que finalement, on va vous intégrer comme tout le monde. Et en fait, le risque, c'est l'effacement de la singularité. Et l'effacement de la singularité, ça n'est pas l'acceptation de la singularité. Et pour la personne handicapée, si on dit qu'on veut effacer son handicap ou les conséquences de son handicap, comment peut-il, lui, les exprimer? Parce qu'il conscientise le fait que, finalement, il faudrait qu'il soit comme les autres. Donc, la question qui va être importante, c'est que l'entreprise réussisse à expliquer à tous ses collaborateurs que la singularité, c'est la norme, en fait. Et c'est pas la normalité qui efface la singularité, c'est l'inverse. Et donc, dire à quelqu'un, mais bien sûr, tu vas être traité, avec ton handicap, tu vas être traité comme tout le monde, c'est-à-dire de manière singulière, et pas comme tout le monde, de manière égale ou identique. Et donc la question de la capacité à exprimer sa singularité, ça c'est quelque chose qui change fondamentalement l'approche que la personne peut avoir dans son organisation, puisqu'elle va être en capacité de se dire, mon entreprise va être capable d'écouter, d'entendre ma situation particulière, mon besoin spécifique, et finalement tout le monde sera gagnant, parce que si la personne exprime cela, on va pouvoir compenser les conséquences de son handicap, et donc prendre en compte sa singularité, et finalement au bénéfice de tous, puisque la personne va être plus
à même de travailler dans des bonnes conditions, de manière durable, l'environnement aussi et l'entreprise aussi. Donc ce sera un échange gagnant-gagnant. Et ça, c'est vrai aussi pour tous les collaborateurs, puisque quand vous prenez un nouveau collaborateur, si vous ne prenez pas en compte sa singularité, vous allez aussi le mettre en échec. Alors, les soft skills, en quoi ils peuvent être nécessaires, voire utiles, et en quoi le handicap, finalement, la prise en compte du handicap dans l'entreprise va amener les entreprises à travailler sur ces soft skills. Eh bien, premier élément, déjà, revenons à la notion de préjugés, stéréotypes et biais qu'on a évoqué tout à l'heure. Le premier soft skills associé, c'est la vigilance qu'on peut avoir à ce phénomène de stéréotypes, de préjugés, de biais, qui a pour fonction, ou plutôt comme effet, d'être la base de la discrimination directe. C'est-à-dire quand on se comporte avec quelqu'un, non pas en fonction de cette personne est, mais en fonction de ce qu'on préjuge qu'elle est, ça va biaiser notre comportement, et donc on va risquer d'être, sans le vouloir d'ailleurs la plupart du temps, de manière la plupart du temps involontaire, donc d'être discriminant. Et donc l'idée d'être vigilant à ça, c'est un soft skills particulièrement important, puisque c'est ce qui permet à la personne d'être ce qu'elle est réellement et non ce qu'on imagine qu'elle est. Le deuxième élément qui est quand même essentiel aussi, c'est la notion d'équité, en fait. Donc ça veut dire que pour être en capacité d'intégrer quelqu'un ou de manager quelqu'un qui a des besoins spécifiques, il va falloir être en capacité de réfléchir autour de la notion de compensation des conséquences du handicap, non pas comme un privilège ou un avantage, mais comme une compensation d'un désavantage. Et pour ça, ça nécessite d'être à la fois carré, parce qu'il faut quand même bien qu'il y ait un cadre, mais ce cadre, on doit être en capacité de le personnaliser, de l'adapter aux besoins spécifiques de la personne. Et ça nécessite pour cela d'être équitable et de réfléchir sur la notion de non-choix de la personne, sur la notion aussi de limite qu'on peut être amené à poser. Et donc cette logique-là, ça questionne des aspects comme le respect de la personne, comme finalement le regard de la singularité, ne pas se cacher derrière cette singularité, mais ne pas non plus faire comme si on ne voulait pas l'avoir. Et donc cette deuxième dimension de management équitable va être un soft skills qui va être au bénéfice aussi là de toutes les personnes, puisque finalement tout le monde peut être amené à avoir à un moment donné de sa vie ou de manière plus durable, une situation particulière qui fait qu'on a besoin que son manager soit en capacité d'écouter les difficultés qu'on peut avoir à l'instant T et donc de les compenser.